Dans les années 1980, Hulk Hogan a pris d'assaut l'industrie du catch et a joué un rôle essentiel dans la médiatisation de la WWE. Mais derrière tous ces exploits se cache l'histoire d'un homme dont la vie en dehors du ring a été entourée d'infamie, sa vie personnelle et professionnelle s'écroulant sous le poids de ses propres actions. Détesté par nombre de ses pairs et mêlé à de nombreux scandales, nous allons nous plonger dans l'histoire à la fois tragique et controversée de Hulk Hogan. Au début des années 80, la World Wrestling Federation était avant tout une promotion régionale, mais Vince McMahon avait l'intention de faire passer le catch professionnel du statut d'attraction locale à celui de phénomène national. Pour y parvenir, McMahon avait besoin d'une superstar comme le sport n'en avait jamais vu, quelqu'un capable de toucher à la fois les fans de catch traditionnels et le grand public. C'est ainsi qu'est né Terry Bollea, alias Hulk Hogan. En 1983, après une brève et oubliable période en tant que heel, Terry Bollea est rebaptisé Hulk Hogan, patriote et plus grand que nature. Avec sa moustache blonde, ses muscles saillants et sa tenue jaune et rouge caractéristique, Hogan devient rapidement le visage de la WWF. Sa victoire en 1984 sur The Iron Sheik pour le titre de champion de la WWF marque la naissance de la Hulkamania et inaugure l'une des époques les plus emblématiques de l'histoire du catch. Dans les années qui suivent, la popularité de Hogan monte en flèche. Ses querelles avec des adversaires tels qu'André le Géant, Macho Man Randy Savage et The Ultimate Warrior sont entrés dans la légende du catch. Le match de 1987 contre André le Géant à WrestleMania 3, au cours duquel Hogan a asséné un célèbre body slam à ce géant de 235 kg, est considéré comme l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la WWE. Mais alors que les années 1980 touchaient à leur fin et que Hogan était devenu le principal animateur de plusieurs WrestleMania en coulisses, il s'était également forgé une réputation pour son acharnement à protéger sa position de leader au sein de la compagnie, même si cela devait se faire aux dépens d'autres catcheurs. L'un des exemples les plus flagrants de la politique de Hogan dans les coulisses s'est produit lors du tristement célèbre Main Event de WrestleMania 9, où le Hulkster a remporté le championnat de la WWE aux dépens de Yokozuna dans un match impromptu de 22 secondes, quelques instants après que Yokozuna ait battu Bret Hart dans le Main Event. Dans son autobiographie, Bret Hart a affirmé que Hogan avait promis de laisser tomber le titre. Cependant, 2 mois après WrestleMania, Hogan refuse catégoriquement de passer le flambeau à Hart. Dans son livre, Hart écrit « Vous m'avez dit à WrestleMania 9 que vous seriez heureux de me rendre l'appareil, et si je comprends bien, maintenant vous ne voulez même pas travailler avec moi, vous ne me mettrez pas en avant, et je ne suis pas dans votre ligue, vous n'êtes pas dans ma catégorie. En mon nom, au nom de ma famille, et au nom de la plupart des gars dans le vestiaire, tu peux aller te faire foutre. » Une autre fois, le Hulkster a tenté de semer la zizanie dans la peau d'un débutant. Lors des Survivor Series de 1991, un jeune Undertaker de 26 ans a affronté Hulk Hogan dans son tout premier match principal pour le titre de champion de la WWE. À la surprise générale, le Deadman est sorti vainqueur, battant Hogan en le frappant avec un Tombstone Pile Driver sur une chaise en acier. Cependant, après le match, Hogan a réussi à faire croire à l'Undertaker qu'il avait causé une blessure légitime à son cou. Mais lorsque l'Undertaker revoit les images quelques jours plus tard, il apparaît clairement que la tête de Hogan n'a jamais heurté la chaise. Au lieu de cela, Hogan a prétendu que la blessure avait été causée par l'Undertaker, qui avait exercé une trop forte pression sur sa tête avec ses genoux. Mais comme il n'était qu'un débutant à l'époque, il valait mieux que le phénomène ne défie plus Hogan. Des années plus tard, The Deadman s'est souvenu de l'événement dans son podcast en déclarant « Je me disais, oh, ça va être ma punition. La WWE va me retirer le titre. Terry arrive et je lui dis « J'ai regardé les images. Ta tête n'a jamais été touchée. » Mais il me dit « Mais tu m'as tellement serré que, quand je suis descendu, je n'avais plus de place pour bouger. Ça m'a tordu le cou. » Cela m'a permis de savoir tout ce que j'avais besoin de savoir sur la personne qu'était Hulk Hogan. Si les manœuvres de Hogan en coulisses ont souvent créé des frictions, son statut d'icône culturelle, le fameux scandale des stéroïdes du début des années 1990. La question de l'utilisation de stéroïdes était un secret de polichinelle à la WWE.
tout au long des années 1980. Cher a utilisé des substances destinées à améliorer leur performance. Le scandale a éclaté au grand jour lorsque le docteur George Zahorian a été reconnu coupable d'avoir distribué des stéroïdes anabolisants à des catcheurs, y compris à des stars de la WWE. Hogan, qui s'était toujours présenté comme un homme irréprochable, a été impliqué dans le scandale. En 1991, Hogan a admis dans l'émission The Arsenio Hall Show qu'il avait utilisé des stéroïdes, mais uniquement sous la supervision d'un médecin et pour des raisons thérapeutiques. Il a également affirmé que les stéroïdes étaient utilisés pour aider les catcheurs à développer leur physique et à améliorer leur performance, et il a défendu leur utilisation comme un moyen de rester compétitif dans l'industrie. Les retombées de l'apparition de Hogan ont suscité une véritable frénésie médiatique. Les fans sont scandalisés par le fait que leur catcheur préféré puissent mettre leur santé en danger. En 1994, Vince McMahon a été inculpé pour avoir distribué des stéroïdes à des catcheurs. Et Hulk Hogan a été appelé à témoigner contre l'homme qui risquait d'être condamné à 11 ans de prison s'il était reconnu coupable. Dire que l'aveu de Hogan a provoqué une onde de choc est un euphémisme, surtout si l'on considère que son mantra était « Entraînez-vous, faites vos prières, et mangez vos vitamines ». Malgré sa tentative de minimiser la situation, l'aveu a porté un coup important à son image, du moins pendant un certain temps. Néanmoins, même avant que le scandale des stéroïdes ne soit rendu public, le personnage de Hulk Hogan commençait à s'essouffler au début des années 1990, alors que des stars plus jeunes comme Bret Hart, Shawn Michaels et The Undertaker émergeaient. Hogan lui-même commence à montrer des signes de fatigue créative et personnelle. Après près d'une décennie au sommet de l'industrie, son jeu s'épuise. En 1993, Vince McMahon tente activement d'éloigner la WWE de l'image des années 1980, alimentée par les stéroïdes, en réponse à la surveillance croissante dont elle fait l'objet. En conséquence, un an plus tard, en 1994, Hogan rejoint la World Championship Wrestling de Ted Turner, où il cherche à prendre un nouveau départ et peut enfin faire ce qu'il n'avait jamais pu faire dans les années 80. Lors du Bash at the Beach 1996 de la WCW, Hogan a une fois de plus enflammé le monde professionnel lorsqu'il a choqué en devenant heel pour s'associer à Scott Hall et Kevin Nash afin de former le New World Order, ce qui a provoqué une renaissance du catch professionnel à la fin des années 1990. Mais le fait de rejoindre une nouvelle compagnie et de prendre un nouveau départ ne signifiait pas que Hogan n'utiliserait pas son pouvoir pour obtenir ce qu'il voulait. À Starrcade 1997, le babyface le plus en vue, Sting, devait affronter le plus grand heel, Hollywood Hogan, pour le titre de champion de la WCW. Sur le papier, il s'agit du match le plus attendu de l'histoire de la WCW. Mais en coulisses, Hogan est une fois de plus réticent à l'idée de perdre proprement contre Sting. En ce qui concerne leur match, l'affrontement en lui-même était au mieux décent, mais le vrai problème est venu de la fin. L'arbitre était censé effectuer un décompte rapide, ce qui aurait permis à Hogan de remporter la victoire sur Sting. Au lieu de cela, il a fait un décompte normal, et Bret Hart, qui venait de faire ses débuts à la WCW, et servait d'arbitre invité pour la nuit, est intervenu et a redémarré le match. Sting a ensuite vaincu Hogan avec le Scorpion Deathlock pour remporter le championnat du monde de la WCW. La confusion et la politique de Hogan en coulisses ont transformé ce qui aurait pu être un moment légendaire en une déception. Néanmoins, Hogan et l'arrivée de nombreuses stars populaires de la WWE ont conduit au Monday Night Wars historique avec la WWE, où McMahon était sur le point de faire faillite, mais les arrivées de Steve Austin et du Rock, couplées à la transition vers l'Attitude Era, ont finalement permis à la WWE de prendre le dessus à la fin. Après que la WWE a mis fin au Monday Night Wars en rachetant la WCW en mars 2001, de nombreuses stars de la WCW ont commencé à apparaître à Raw. Et ce n'était donc qu'une question de temps avant que la légendaire NWO ne fasse ses débuts. Bien que Hulk Hogan ait abusé de la faveur des fans en 1993, il en va tout autrement lorsqu'il revient à la WWE en 2002 après son passage à la WCW. À son retour, Hogan a repris la Scott Hall et Kevin Nash
a déclaré la guerre à la WWE. Bien que la NWO soit une faction heel, le retour de Hogan était imprégné d'une telle nostalgie qu'il a toujours été accueilli avec une grande réaction. Une chose amusante s'est produite à WrestleMania 18. Bien qu'il soit le heel et qu'il affronte nul autre que The Rock dans un match Icon vs Icon, la foule du stade s'est ralliée au Hulkster et a impitoyablement conspué de Brahma Bull à la fin du match. Hogan était pratiquement redevenu un babyface. Ce moment a ouvert la voie à l'un des plus grands moments de nostalgie de l'histoire de la WWE, au cours duquel Hulk Hogan a même remporté son dernier championnat de la WWE. Au milieu des années 2000, Hulk Hogan était au crépuscule de sa carrière. En tant que vétéran chevronné, prêt à laisser derrière lui son ancienne réputation de politicien en coulisses. En 2005, Hogan sortait tout juste d'une intronisation au Hall of Fame et il avait été décidé qu'il se battrait avec Shawn Michaels dans une rivalité classique face à face. Cependant, la politique des coulisses a rapidement commencé à influencer l'intrigue, car Hogan n'était pas à l'aise avec la dynamique du face contre face, car il ne voulait pas risquer de partager la lumière des projecteurs ou d'être potentiellement éclipsé par HBK. En conséquence, la WWE a dû faire de Shawn le heel pour que Hogan puisse être considéré comme l'ultime babyface de la compagnie. En coulisses, il était prévu que la querelle devienne une trilogie, chaque superstar remportant au moins un match, mais Hogan a une fois de plus refusé catégoriquement de perdre Michaels, déclarant à HBK « Ça ne marche pas pour moi, mon frère ». Se sentant manqué de respect, Shawn Michaels a cherché à se venger de Hogan pour ses politiques en coulisses qui durent depuis des décennies. Lors de leur match de SummerSlam, Michaels a exagéré les mouvements de Hogan de manière dramatique et exagérée. Chaque coup de poing, chaque coup de pied et chaque corde à linge envoyait Michaels voler à travers le ring. En fin de compte, Hogan a remporté le match de SummerSlam, mais Michaels a eu l'impression d'avoir eu le dessus tout au long du match. Après sa querelle avec Shawn Michaels en 2005, Hogan a fait des apparitions sporadiques à la WWE, y compris une courte période en 2006 où il s'est battu avec Randy Orton, culminant dans un match à SummerSlam où il a une fois de plus refusé de mettre en avant la jeune vipère. Cependant, ces apparitions sont devenues moins fréquentes et, en 2007, le temps de Hogan à la WWE s'est effectivement terminé. Alors que la carrière de Hogan s'achève, sa vie personnelle commence à s'effriter. En août 2007, son fils Nick Hogan, alors âgé de 17 ans, est impliqué dans un accident de voiture dévastateur. Nick a perdu le contrôle de sa Toyota Supra alors qu'il était en excès de vitesse, ce qui a entraîné un accident qui a laissé son passager, John Graziano, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, souffrir de lésions cérébrales permanentes à la suite de l'accident et qui a maintenant besoin de soins à temps plein pour le reste de sa vie. Nick étant mineur à l'époque, de nombreuses personnes ont tenu Nick Hogan pour responsable de l'incident. En 2008, Nick Hogan a été condamné à 8 mois de prison après avoir plaidé non coupable de conduite dangereuse. À l'époque de l'accident de Nick, le mariage de Nick Hogan avec sa femme de longue date, Linda, se désagrège. Après plus de 20 ans de mariage, Linda a demandé le divorce en 2007 et il a été rapporté que Hogan a appris son propre divorce par les médias. Leur séparation est loin d'être à l'amiable et se déroule dans les médias, Hogan et Linda exprimant publiquement leurs griefs. Linda a accusé Hogan d'avoir une liaison avec l'ami de leur fille Brooke et Hogan, à son tour, a laissé entendre que Linda avait été infidèle, alléguant qu'elle avait eu une liaison avec un homme plus jeune, Charlie Hill, qui aurait été un ami de leur fils Nick. Le divorce a été réglé en 2009 et News a rapporté que Linda a reçu plus de 70% des actifs liquides du couple, en plus de 40% de la propriété des entreprises de Hulk. Hogan a également dû lui verser une indemnité de 3 millions de dollars. L'accident de voiture de Nick, sa relation tendue avec son fils, le divorce public et amer, et la perte d'une partie importante de sa fortune l'ont beaucoup affecté. Dans son autobiographie de 2009, My Life Outside the Ring, Hogan s'est ouvert sur la période sombre qu'il a traversée à cette époque et a révélé qu'il avait envisagé de mettre fin à ses jours. Il a raconté qu'il était assis dans son manoir, qu'il se sentait isolé et vaincu, une arme à la main. Il avait l'impression que tout ce pourquoi il avait travaillé, sa famille, sa carrière, son image publique était en train de s'effondrer. Il écrit « J'ai avalé la moitié d'un Xanax et j'ai bu une autre gorgée de la grande bouteille de Captain Morgan que j'avais posée sur le comptoir. La maison était vide.
trop calme. Je ne me sens pas bien seul. Mes enfants étaient partis. Ma femme était partie. Elle était déjà partie. Mais là, c'était différent. Elle ne voulait pas arranger les choses. Elle avait demandé le divorce. Elle était allée voir un avocat et avait déposé les papiers après 23 ans de mariage. Je n'arrêtais pas de penser à tout cela, encore et encore. Ma fille pense que c'est à cause de moi que Linda est partie. Il y a tant de choses que je voudrais qu'elle comprenne, mais elle ne veut pas me parler. Elle ne veut pas entendre ma version de l'histoire. Mes pensées se sont tournées vers mon fils, Nick. Près de 4 mois s'étaient écoulés depuis son terrible accident de voiture. Depuis, chaque jour, les détails de cette nuit d'août reviennent en boucle dans mon esprit. Bien sûr, je ne me suis pas suicidé, mais j'ai failli le faire. Et s'il n'y avait pas eu un coup de téléphone tout à fait inattendu qui m'a sorti de cette stupeur, j'aurais peut-être suivi cette route sombre jusqu'au bout, et je ne serais peut-être pas ici en train d'écrire ce livre aujourd'hui. Le coup de téléphone auquel Hogan fait référence provient de Laila Ali, sa co-animatrice dans l'émission de télé-réalité American Gladiators, qui l'a tiré du gouffre. Ali lui a apporté son soutien, lui rappelant ses enfants et les personnes qui s'intéressaient encore à lui. Après cette période d'intense tourmente personnelle, Hogan s'est efforcé de trouver le chemin de la rédemption. En janvier 2010, Hogan est revenu sous les feux de la rampe en faisant ses débuts à la TNA. Après l'arrivée de Hulk Hogan et d'Eric Bischoff, la TNA a pris l'ambitieuse décision de concurrencer directement la WWE en déplaçant Impact Wrestling au lundi soir, tentant ainsi de recréer les Monday Night Wars. Hogan s'est vu confier des pouvoirs considérables dans la gestion de la société, y compris le contrôle de la création et l'autorité d'engager des talents. Il remplit la liste de ses amis proches, y compris les Nasty Boys, Bubba the Love Sponge et même sa fille, Brooke. Hogan et Bischoff se sont attachés à faire venir des catcheurs plus âgés de la TNA comme AJ Styles, Samoa Joe et Christopher Daniels, qui étaient considérés comme l'avenir de la compagnie. Ce changement a aliéné une partie du noyau dur des fans de la TNA et, en peu de temps, la TNA a été battue dans la guerre de l'audimat et a été marquée à jamais par la réputation d'être un produit inférieur à celui de la WWE. Après avoir quitté la TNA, Hogan s'est retrouvé au centre d'un scandale personnel qui a une fois de plus terni son image publique. En 2012, une sextape mettant en scène Hogan et Heather Clem, alors mariés à Bubba the Love Sponge, un ami de Hogan, a été divulguée en ligne. Oui, il s'agissait du même Bubba the Love Sponge que Hogan avait amené à la TNA à ses côtés. En 2012, un extrait d'une sextape de 2006 d'une durée d'1 minute et 41 secondes, qui aurait été filmé sans le consentement de Hulk Hogan, a été publié par Gawker et est rapidement devenu viral. Mais le coup le plus dur porté à l'héritage de Hulk Hogan est venu des retombées du scandale de la fuite de la sextape. En juillet 2015, le National Enquirer et Radar Online ont publié des transcriptions de la sextape dans laquelle on entend Hulk Hogan faire des remarques racistes. Dans l'enregistrement, Hogan utilise le N-word à plusieurs reprises et fait des commentaires désobligeants sur sa fille Brooke qui sort avec un homme noir. Il est certain que depuis que cette controverse a éclaté au grand jour, de nombreux fans ne le regardent plus de la même façon. Dans le sillage de ce scandale, la WWE a immédiatement mis fin au contrat de Hogan, rompant tout lien officiel avec lui. La société est également allée plus loin en supprimant son profil du site web de la WWE, en retirant ses marchandises de la boutique en ligne de la WWE et en l'effaçant du Hall of Fame de la WWE. En réponse à la controverse, Hulk Hogan a présenté des excuses publiques, exprimant son profond regret pour ses commentaires. Il a déclaré « Il y a 8 ans, j'ai utilisé un langage offensant au cours d'une conversation. Il était inacceptable que j'utilise ce langage offensant. Il n'y a pas d'excuse pour cela, et je m'excuse de l'avoir fait. Ce n'est pas ce que je suis. Je crois fermement que chaque personne dans le monde est importante et ne devrait pas être traitée différemment en fonction de sa race, de son sexe, de son orientation, de ses croyances religieuses ou autres. Je suis déçu d'avoir utilisé un langage offensant et incompatible avec mes propres convictions. » En réponse à la fuite de la cassette, Hulk Hogan a intenté une action en justice contre Gawker Media et a demandé 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, détresse émotionnelle et violation de ses droits de publicité. L'équipe juridique de Hulk Hogan a fait valoir que la publication de la cassette par Gawker constituait une violation flagrante de sa vie privée et que le site n'avait pas le droit de tirer profit de sa vie privée. Gawker, quant à lui, a défendu ses actions en invoquant le premier amendement,
affirmant que la vidéo était digne d'intérêt et que sa publication était protégée par la liberté de la presse. L'équipe juridique de Gawker a fait valoir que Hogan était une personnalité publique et que sa vie sexuelle était une question d'intérêt public, notamment en raison de sa célébrité et du fait qu'il avait déjà parlé ouvertement de sa vie personnelle dans les médias. Le procès, qui s'est déroulé en 2016, est devenu un spectacle médiatique et le jury a finalement accordé 140 millions de dollars à Hogan. Malgré cette victoire juridique, qui a conduit à la faillite et à la fermeture de Gawker, le mal était déjà fait pour la réputation de Hogan. Après des années d'ostracisme et d'exil de la WWE, Hogan a été réintégré au Hall of Fame en 2018. La WWE a cité ses efforts pour travailler avec diverses communautés et organisations afin de sensibiliser à la sensibilité raciale et à la réconciliation. Hogan a été invité à s'adresser au roster en coulisses lors du pay-per-view Extreme Rules en juillet 2018. Cette réunion a été l'occasion pour Hogan de s'excuser directement auprès des talents et d'expliquer ses actions. Il a parlé de l'importance de faire attention à ses paroles et à ses actions, en particulier à l'ère des médias sociaux où tout est enregistré et scruté. Cependant, tout le monde à la WWE n'a pas été prompte à pardonner à Hogan. En particulier, plusieurs catcheurs afro-américains sont restés sceptiques. Les New Day, en particulier, ont publié une déclaration sur Twitter exprimant leur indifférence à l'égard des excuses de Hogan. Leur déclaration commune se lit comme suit. « Nous écrivons ceci simplement pour fournir une réponse aux nombreuses personnes qui nous ont bombardés de questions sur notre position à ce sujet. Que ressentons-nous ? Nous sommes indifférents. Nous ne sommes ni heureux, ni tristes, ni en colère, ni rancuniers. Le choix de la personne que la WWE fait entrer dans le HOF est totalement et entièrement du ressort de la compagnie. Et, du point de vue de la carrière, il n'y a pas d'argument pour dire si Hogan devrait avoir sa place ou non. D'un point de vue personnel, lorsque quelqu'un fait des commentaires racistes et haineux sur une race ou un groupe de personnes, en particulier dans la mesure où Hogan a parlé de notre peuple, nous avons du mal à l'oublier, peu importe le temps écoulé ou la situation dans laquelle ces commentaires ont été faits. Cela dit, sa réintégration ne changera rien pour nous. Très partagé. Aujourd'hui, l'héritage de Hulk Hogan dans le catch professionnel est complexe. D'une part, il est l'une des figures les plus influentes de l'histoire du sport. Et il est difficile d'imaginer ce que la WWE serait devenue sans sa présence. Cependant, sa déchéance est marquée par des mensonges scandaleux, des affirmations démenties, des controverses, des scandales et des accusations d'avoir utilisé son influence en coulisses pour arriver à ses fins. En fin de compte, son histoire sert de mise en garde contre les dangers de la célébrité, de l'ego et des choix que nous faisons en cours de route. Que pensez-vous de la vidéo d'aujourd'hui? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.